Bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire sur la crise énergétique et la réforme du marché européen de l'électricité. C'est le premier webinaire d'un cycle d'échange que nous organisons avec des experts sur la thématique de l'énergie. L'objectif est de mieux comprendre les enjeux et les différents leviers d'action qui vont pouvoir être mobilisés. Chaque webinaire durera 1 heure et quart environ, avec 30 minutes de présentation par un expert et un débat animé par deux élus. Un temps d'échange sera dédié à vos questions à la fin du webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire aux prochaines sessions. Nous nous retrouverons donc le 30 janvier à 11 heures pour aborder les sujets de rénovation énergétique des bâtiments publics lors d'un échange avec Vianamont. Et le 13 février à 10h30 pour un échange avec Mathieu Ozano, directeur du Shift Project, sur la thématique de la résilience. Aujourd'hui, je l'ai indiqué, nous allons parler de la crise énergétique et de la réforme du marché de l'électricité. Andreas Trullinger, coordinateur transition énergétique France à l'IDRI, reviendra sur ces différents aspects, vous apportera son éclairage. Boris Ravignon, président d'Ardenne Métropole et vice-président d'Intercommunalité de France en charge des finances et de la fiscalité, introduira le sujet et apportera également son expérience. Et Jean Réveraud témoignera, vice-président du Grand Angoulême et vice-président d'Intercommunalité de France en charge des transitions écologiques. Vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans le module questions-réponses en bas de votre écran. Et ensuite, lors du temps d'échange, nous prendrons également des questions à l'oral. Monsieur Ravignon, je vous laisse présenter le sujet. Si, Oriane, est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est très bien. C'est parfait. Merci. Alors, d'abord, je vous remercie d'être présent ce webinaire sur la crise énergétique et avec un focus tout particulier sur la question d'électricité. Et on va voir que le sujet fait l'objet d'une actualité importante il y a maintenant quelques mois avec un accord européen qui va avoir des conséquences pour nous. Mais là, on va faire un petit flashback pour revenir sur finalement ce qu'on appelle, ce qu'on vise par cette crise énergétique et puis je dirais peut-être déjà un certain nombre de leçons, de conclusions sur ce qu'elle a produit comme résultat, même si naturellement, mon propos ne prétend absolument pas épuiser le débat. Alors, de quoi parle-t-on? Je pense qu'on a tous en tête, de manière assez précise, le moment où on a renégocié nos marchés, par exemple, d'approvisionnement électrique ou d'approvisionnement en gaz, et où on a, pour un très grand nombre d'entre nous, constaté des multiplications par 3, 4 des prix, voire parfois au-delà. Autour de 4, pour ce qui me concerne, c'est ce qui nous est arrivé. Sur l'électricité, on était à 98 euros du mégawattheure et on est passé à plus de 420 entre 2021 et la fin de 2022 et 2023, donc multiplication par 4. On a vécu, je crois, à peu près tout ça. Alors, au fur et à mesure que les marchés étaient renouvelés ces évolutions, eh bien, ont effectivement, pour nous, été un vrai bouleversement. L'année 2022 et l'année 2023 ont été, sur le plan financier, totalement bouleversées. Alors, cette crise énergétique, elle intervient dans un contexte où, de toute façon, les questions énergétiques sont déjà sur le devant de la scène, puisqu'on a une transition énergétique, écologique, mais en particulier énergétique à accomplir. Chacun sait, je crois que et c'est l'objet en ce moment d'un travail de planification écologique pour essayer de décliner les objectifs qui sont des objectifs d'abord mondiaux, puis ensuite nationaux sur le plan territorial, mais qu'on a à conduire les uns et les autres sur nos territoires respectifs, une transition énergétique des bâtiments, de l'habitat en particulier, une transition énergétique des mobilités pour orienter davantage nos concitoyens vers les mobilités durables, pour électrifier le plus largement possible et le plus rapidement possible le parc de véhicules individuels que nous avons vocation à conserver, pour trouver éventuellement, là il y a encore un peu d'incertitude sur le plan technologique, mais des solutions aux mobilités les plus lourdes, pour lesquelles l'électricité paraît pas forcément la mieux adaptée, mais
lesquels, par exemple, l'hydrogène a aujourd'hui des coûts de revient qui sont encore tout à fait inaccessible. On a aussi une transition énergétique à réaliser dans la mesure où bah, nos territoires contribuent, doivent contribuer. C'est l'objet notamment de la loi d'accélération sur les ENR. Alors, regretter euh, pas complètement instituer les EPCI dans une position qui leur permette de jouer pleinement leur rôle, mais la cellule de base pour la loi d'accélération des ENR, c'est la commune dans un très grand nombre de cas, se tournent vers le PCI pour définir ces zones d'accélération. Mais on le voit, le bloc communal, de toute façon, eh bien, a une part à prendre dans cette transition énergétique et dans le développement des énergies renouvelables sur notre territoire. Donc, finalement, on avait, avant même la hausse des prix que j'évoquais tout à l'heure, des sujets très sérieux, des motifs très sérieux de nous occuper d'énergie. La difficulté de cette crise énergétique, c'est que, enfin, ou plus exactement le caractère un peu ambivalent, c'est qu'elle a à la fois, enfin, il faut aussi reconnaître les choses, me semble-t-il, avec justesse, une vertu dans la mesure où elle a pu nous permettre de progresser très vite sur des messages, par exemple, de sobriété. Essayons de nous souvenir simplement de la connotation ou du sens qu'on donnait au mot de sobriété, il y a encore simplement celle-là de 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans, le mot sobriété, ça nous renvoyait presque instantanément à un discours de décroissance et honnêtement, suscitait pas une très grande adhésion. Je crois que depuis cette crise énergétique, on a progressé sur le sujet et compris que bah, la sobriété énergétique pouvait être d'abord une démarche se réinterroger sur avons-nous besoin de l'énergie que nous utilisons? Est-ce qu'on peut revoir certains de nos usages de l'énergie pour essayer d'en réduire la consommation? Et de toute façon, dans toutes les transitions énergétiques qu'on pourra imaginer, le fait d'arriver à baisser notre consommation d'énergie diminue les efforts que nous avons à faire par ailleurs. Donc, c'est dans tous les cas une bonne chose. C'est une démarche sans regret, comme c'est dit parfois dans les plans ou par les économistes. Alors, une autre vertu, c'est que je crois que, et moi je fais l'expérience au niveau local, cette crise énergétique, elle nous a encore un peu plus convaincus de la nécessité de sortir des énergies fossiles. Alors, certes, l'électricité a aussi beaucoup augmenté, mais enfin, une grande partie des difficultés qu'ont vécues les gens qui dépendent par exemple pour leur chauffage du gaz, les ont amenés, et c'est le cas dans la ville que je dirige, on a beaucoup plus facilement convaincu, je crois, nos concitoyens de passer sur notamment un système de chauffage urbain qui, en plus à terme, eh bien, sortira totalement des fossiles, puisqu'en combinant récupération de chaleur, biomasse et biogaz, on arrivera à fournir la totalité de la chaleur, donc par des moyens donc d'énergie renouvelable ou d'énergie récupérée. Alors, ces vertus-là, notamment sur la sobriété, il va falloir continuer à les entretenir, parce que vous avez derrière moi, par exemple, la photo de mon marché de Noël. Ça, c'était celui de 2021, donc très, très éclairé, etc. Naturellement, en 22 et en 23, on avait fait un gros effort de compression enfin en 22 plutôt, on avait fait un gros effort de compression des illuminations de Noël. Et que s'est-il passé l'an dernier? Eh bien, on s'est fait enguirlander pendant des semaines, pendant toute la durée du marché de Noël, la période des festivités, parce que on avait justement pas assez d'illumination dans la ville. C'est de dire que passer le choc de la hausse des prix de l'énergie qui avait fait comprendre à tout le monde qu'il fallait faire des efforts, eh bien, assez vite, les réflexes reviennent rapidement et toutes les rues qui n'avaient pas leurs illuminations sont venues en délégation m'expliquer que c'était inacceptable. Donc, je crois que voilà, la crise énergétique, elle a fait passer des messages, mais il va falloir qu'on continue à faire preuve de pédagogie pour maintenir justement le momentum et la mobilisation sur le sujet. Et puis, c'est là que je vais davantage peut-être jouer mon rôle comme vice-président en charge des finances à la DCF, à l'Intercommunalité de France. C'est que cette crise énergétique, même si elle a quelques vertus, je les mentionnais, pour être juste, elle a quand même elle représente quand même une très grande difficulté et une double difficulté. D'abord parce que elle nous a privés en fonctionnement les uns et les autres de ressources dont nous avons besoin aujourd'hui pour investir. L'argent qu'on a mis à payer nos énergéticiens, ça a réduit notre autofinancement et notre capacité justement à faire face
aux investissements très lourds sur les bâtiments, sur les mobilités, voire même sur le développement des renouvelables, et avec en plus un effet d'éviction qui est que quand on était confronté à cette hausse des prix, eh bien, on a eu tendance, je crois, les uns et les autres, à réorienter nos investissements, y compris sur ce qui nous soulageait très directement nous-mêmes, c'est-à-dire plutôt isoler les bâtiments communaux pour réduire les consommations énergétiques. Je suis là encore malheureusement un bon exemple. On a, nous, plutôt eu tendance à faire un marché global de performance énergétique sur l'éclairage public pour réduire de 83% effectivement nos consommations en matière d'éclairage public. Donc, je crois que c'est bon pour tout le monde, mais on a plutôt eu tendance à mettre l'argent sur ce sujet-là que peut-être sur le développement des mobilités douces. Et donc, il y a un effet d'éviction sur cette crise. Elle nous amène à nous préoccuper de ce qui pèse sur notre budget et peut-être à disposer de moins de moyens pour agir sur les actions et sur les politiques publiques de transition énergétique que nous devons conduire par ailleurs. Donc, je voudrais terminer en souhaitant qu'à l'avenir, on garde un signal prix significatif sur l'énergie. Il ne s'agit naturellement pas d'expliquer que le prix de l'énergie va baisser. Je crois que ce serait un contre-signal très fort. Alors, je ne souhaite naturellement pas qu'il augmente. Je voudrais même, j'espère même qu'il puisse revenir à des niveaux un peu plus normaux après cette crise. Et puis surtout qu'on essaie de travailler avec l'État. Il y a un certain nombre de réflexions aujourd'hui sur la répartition des compétences et sur le financement des collectivités. Il faut absolument qu'on arrive à travailler sur cette question du financement des collectivités, parce que même si on est nombreux, j'imagine, dans ce webinaire à avoir profité du fonds vert l'an passé, eh bien, je ne suis pas certain que ce soit un mode de financement durable des investissements absolument colossaux que nous allons devoir réaliser dans les années qui viennent, à la fois sur notre patrimoine, sur ce qui pèse sur nos budgets, ce qui relève de nos budgets, mais aussi sur les politiques publiques de transition énergétique que nous devons conduire. Je crois que là, il y a besoin effectivement d'un mode de financement plus pérenne pour les collectivités et singulièrement pour les intercommunalités. Voilà, je termine, j'en reste là pour cette introduction et je crois que c'était Jean Réveraud qui prenait la parole ensuite ou Oriane. Andreas Rosing, C'est Andreas. Bien, parfait. Je lui cède je la vous parole. remercie Oui. pour cette introduction, en effet, sur les questions d'acceptabilité, que ce soit des énergies renouvelables, bien sûr, de la sobriété, et aussi sur le financement des actions de transition et du coup de l'inaction aussi. Ce sont des points sur lesquels on pourra bien sûr revenir lors des échanges. Je vais tout de suite donner la parole à Andreas Rüdiger pour nous présenter un peu plus les impacts de la crise énergétique et le contexte de la réforme du marché européen. Merci Oriane, merci Boris. J'espère que vous m'entendez, que vous voyez mon écran apparaître. Mhm. Voilà. Très bien. Donc bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Donc je vais essayer dans une petite demi-heure de vous présenter quelques éléments de cadrage donc sur la crise énergétique que Boris vient d'évoquer et le lien avec la transition du système électrique et particulièrement la réforme du marché européen de l'électricité et quelque part aussi sa traduction en France, je pense qu'il y a un sujet qui vous occupe énormément en ce moment. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, un petit mot sur l'IDRI. Donc l'IDRI est un institut de recherche, donc l'Institut du développement durable et des relations internationales, fondation d'utilité publique créée par Laurence Ljubljana et Michel Colombier il y a un peu plus de 20 ans. Et donc, notre travail, il se situe quelque part à l'interface entre les milieux de la recherche, les décideurs politiques, les entreprises et la société civile pour contribuer à la réflexion sur le développement durable et à l'amélioration des politiques. Et donc, moi, je suis coordinateur sur les sujets de transition énergétique France. L'IDRI, plus généralement, c'est plus d'une quarantaine de chercheurs qui travaillent sur les sujets climat-énergie, mais également sur d'autres sujets de développement durable comme la biodiversité, les transitions alimentaires et agricoles, les océans ou encore la gouvernance du développement durable. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille vivement de consulter le site de l'IDRI, de vous abonner à la newsletter et de regarder l'ensemble de nos publications et de nos conférences qui sont en accès libre. Voilà pour les petits mots d'introduction. J'ai pris pour habitude de commencer directement par donner mes messages clés en début de présentation parce que ça évite qu'on n'ait pas assez de temps à la fin et généralement les gens sont un peu plus réceptifs. Donc, quatre messages
à la fois simples et je pense extrêmement importantes dans le contexte actuel. Tout d'abord, le fait que la crise énergétique, et Boris Ravignan l'a bien expliqué, la crise énergétique aujourd'hui peut être perçue à la fois comme un accélérateur et un frein à la transition bas carbone, et je vais revenir un peu sur les différents aspects, mais ça reste assez ambivalent. Donc, il y a pas, ça ne va pas nettement dans un sens, et ça dépend beaucoup de la réponse politique qu'on y apporte. Deuxième élément qui est très important dans le contexte actuel, c'est qu'une crise peut en chasser une autre. Et ce qui était la hausse du prix de l'énergie en 2022 et en partie en 2023 a été, enfin, s'y est succédé en fait la crise de l'inflation, évidemment, et la hausse des taux d'intérêt qui aujourd'hui pénalise énormément le financement des projets. Et je pense que c'est un sujet aussi pour les intercoms. Euh, Troisième point, c'est l'ambition 2030 et 2035 de la France en termes de planification écologique qui requiert notamment une électrification sans précédent et derrière un doublement de la production renouvelable, ainsi qu'une visibilité sur les prix futurs de l'électricité. Ça a été dit également, ça va être très compliqué d'électrifier, notamment pour les entreprises, si on ne donne pas suffisamment de visibilité et de stabilité sur les prix. Et en lien avec ça, sur ce qui concerne la réforme du marché électrique, nous, on considère que c'est très, très important de regarder plus loin que la crise qu'on vient de vivre. Donc, de ne pas uniquement se focaliser sur cette question de stabilisation des prix, de découplage des prix de l'électricité et du gaz, mais vraiment de regarder les défis à venir en termes de transition bas carbone et de ne pas se limiter au seul contexte français. Donc, de vraiment regarder la transition électrique à l'échelle européenne. Je vais essayer d'approfondir un peu tout ça. Donc, tout d'abord, un petit retour en arrière sur la crise de l'énergie. Un élément qui me semble assez important et qu'on a essayé de mettre en avant du côté de l'IDRI, c'est que plutôt que de regarder uniquement ce qui s'est passé entre, on va dire, le Covid 2020-2021 et puis la crise de l'énergie fin 2021 et 2022, si on regarde, si on met les choses en perspective avec un regard un peu plus à long terme, en fait, on se rend compte qu'avant l'explosion des prix, on a connu des tendances plutôt à la baisse pour la majorité des prix, que ce soit là pour la ligne en noir, c'est le gaz naturel sur le marché spot européen, que ce soit pour le prix du baril de pétrole, pour le marché de l'électricité et pour les certificats CO2 sur le marché européen. Donc en fait, il faut quand même bien se rendre compte qu'en termes d'anticipation, tant que les prix étaient orientés à la baisse, on s'en préoccupait pas trop. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à ce moment-là d'anticipation, de réflexion sur des mécanismes qui permettraient une stabilisation des prix et justement pour se prémunir des hausses futures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de nouveau un débat sur des idées de taxes flottantes pour justement stabiliser un peu le prix, mais à l'époque, on ne s'est pas trop posé la question. Et on était de fait, en fait, assis sur une bombe à retardement, parce que des prix orientés autant à la baisse, forcément, signifiaient qu'à un moment ou un autre, on allait se retrouver face à une explosion des prix, notamment dès qu'il y avait des tensions sur le marché de l'approvisionnement. Et donc, ça pose quand même pas mal cette question de résilience, de à quel point est-ce que les politiques nous permettent d'anticiper les crises futures et de les prémunir. Conséquence de tout ça, elle est bien connue sur le plan financier. On est passé d'une facture énergétique extérieure, donc uniquement concernant les importations d'énergie fossile, qui pour la France était autour de 50 milliards d'euros en moyenne sur les 10 dernières années. On est passé à quelque chose qui était plutôt de l'ordre de 110 à 120 milliards d'euros en 2022. Donc en fait, une hausse de à peu près 65 milliards d'euros qui correspond assez exactement aux besoins d'investissement additionnels pour la transition climatique qui avait été identifié dans le récent rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'en fait, économiquement, on se retrouve toujours face à ces mêmes dilemmes de, de notre vulnérabilité, de notre dépendance aux énergies fossiles, qui fait qu'on va payer davantage et qui, notamment, on va utiliser l'argent dont on aurait besoin pour financer les investissements dans la transition, qui part en fait en facture énergétique extérieure, exactement ce que Boris Ravignan évoquait tout à l'heure pour les intercommunalités. Bonne nouvelle, c'est que effectivement, depuis l'année dernière, les prix sur les marchés de gros sont de nouveau orientés à la baisse. Donc, le prix du gaz a fortement baissé, le prix de l'électricité aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour des contrats en livraison pour 2027, par exemple, donc dans 3 ans, on se retrouve à des niveaux de prix qui sont autour de 80 euros. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus bas que les 400-500 euros du mégawattheure qu'on a connu à certains moments en 2022.
Comme je l'évoquais tout à l'heure, la baisse des prix de l'énergie a par contre été compensée par le taux d'inflation extrêmement élevé, qui a quand même pas mal de conséquences sur les dépenses en fonctionnement, et par la hausse des taux d'intérêt, notamment des taux directeurs, qui font qu'aujourd'hui, l'ensemble des investissements dans la transition bas carbone coûte beaucoup plus cher. Et là-dessus, juste un élément en rappel, si vous passez d'un coût moyen pondéré du capital de 2% à un coût moyen pondéré de 7 à 8%, vous doublez le coût de production d'un actif photovoltaïque ou éolien, puisqu'en fait, il n'y a pas de coût d'exploitation, il y a uniquement du coût d'investissement de base. Donc, cette question du coût de financement est vraiment absolument critique pour le développement des énergies bas carbone. En lien avec ça, juste un petit rappel, mais j'imagine que certains d'entre vous ont participé à la conférence organisée par le groupe La Poste et I4C hier sur les questions de l'investissement des collectivités dans la transition bas carbone. Mais on se retrouve évidemment avec un besoin d'investissement additionnel absolument colossaux pour accélérer ces transitions. Donc, on parle de 14 à 30 milliards d'euros supplémentaires par an par rapport à 2021 au niveau national et d'un doublement des investissements climat pour les collectivités pour atteindre 12 milliards d'euros. Donc, c'est colossal et ça demande pas mal de réflexion sur les bons outils d'investissement, mais également sur les questions de comptabilisation de dette ou d'autorisation à s'endetter à partir du moment où on est sur des projets de transition et sur des investissements. Ensuite, juste pour refaire le lien entre les enjeux de la crise énergétique et l'importance de la transition bas carbone comme facteur de résilience, je voulais en fait revenir là sur ce que moi j'appelais en 2024 les JO de la transition bas carbone, donc nos 5 petits anneaux, nos 5 chiffres clés, qui sont assez utiles en fait pour illustrer ces liens. Et donc le premier tout à gauche, 50%, c'est juste pour rappeler qu'en 2023, 50% du bouclier tarifaire sur l'électricité a été financé grâce aux énergies renouvelables électriques et notamment grâce à l'éolien terrestre. Donc les énergies renouvelables ont rapporté 14 milliards d'euros au compte public qui ont permis de financer la moitié du bouclier tarifaire qui était de l'ordre de 28 milliards d'euros. Et c'est extrêmement important de le rappeler que l'ensemble des énergies bas carbone ont joué un rôle d'amortisseur pendant cette crise et que c'est justement ce rôle-là qu'il faut renforcer. Je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui, dès qu'on parle de la question de l'acceptabilité sur l'éolien, de rappeler aux gens, de rappeler aux citoyens que l'éolien a vraiment joué avec le nucléaire, bien évidemment, ce rôle-là face à la crise en France. Le deuxième chiffre, c'est 650 milliards d'euros. Et c'est plutôt 2 fois 650 milliards d'euros. 650 milliards d'euros, c'est l'ensemble des financements publics qui ont été consacrés en Europe à la gestion de la crise énergétique. 650 milliards d'euros. Donc, pour financer le bouclier tarifaire, pour financer l'ensemble des mesures d'aide au paiement des factures pour les industriels, pour les entreprises, pour les ménages. 650 milliards d'euros, c'est également la facture d'import d'énergie fossile en Europe pour la seule année 2023. Donc, ça montre un peu le côté absolument colossal de notre dépendance aux énergies fossiles et le fait que pendant la crise, en fait, on finit par payer 2 fois. On finit par payer pour pour une énergie qui coûte beaucoup plus cher et pour des mesures de compensation qu'il faut faire par ailleurs. Le troisième chiffre, c'est zéro. C'est pour rappeler que si la France avait respecté les objectifs qu'elle s'était fixés pendant le Grenelle de l'environnement en 2008 en matière de rénovation énergétique, donc moins 40% de consommation d'énergie dans les bâtiments, 400 000 rénovations profondes par an, on aurait plus été dépendant du gaz russe en 2020. On aurait pu économiser jusqu'à 100 TWh de gaz sur cet horizon-là. Donc ça montre à quel point les politiques de sobriété et d'efficacité énergétique sont vraiment le premier levier pour être plus résilient face aux crises futures. Le quatrième chiffre, 1 euro égale 1 euro, c'est une proposition qu'on avait énormément portée à l'IDRI pendant la crise, qui était tout simplement de dire, pour chaque euro additionnel que l'État met dans le bouclier tarifaire, dans l'aide au paiement des factures, il faut mettre 1 euro additionnel sur l'accélération de la transition. Il faut travailler en parallèle sur la gestion de la crise à court terme, donc sur la gestion des impacts socio-économiques et sur l'amélioration de la résilience à long terme. Et c'est quelque chose qui n'a pas été réalisé. C'est-à-dire qu'on a mis énormément d'efforts sur la gestion à court terme. C'est le bouclier tarifaire, c'est l'amortisseur pour les entreprises. On a très peu fait en parallèle pour financer directement l'accélération des investissements dans la transition.
Alors même qu'on était dans un contexte où la très grande majorité des gens étaient beaucoup plus sensibles à cette idée de dire je vais électrifier, je vais installer une pompe à chaleur, je vais faire une rénovation énergétique, etc. Donc c'est là où on a peut-être été sur une opportunité un peu manquée en termes d'accélération de la transition. Et le dernier chiffre, il est assez important dans le contexte actuel, c'est pour rappeler que le vrai coût du retard français en matière de développement des énergies renouvelables, donc le fait qu'on n'ait pas atteint notre objectif 2020 qui était fixé à 23% d'énergie renouvelable sur la consommation finale brute, en fait, ce retard nous a coûté au final 6 à 9 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que en fait, je ne considère pas tant les sanctions pour non-atteinte de l'objectif du côté de la Commission européenne. Je considère le fait qu'en fait, il nous manquait 70 TWh d'énergie renouvelable, et notamment de chaleur renouvelable, donc de chaleur locale, qui ont été substitués par du gaz fossile en import. Et vu les prix du gaz fossile en 2022, ça équivaut à 6 à 9 milliards d'euros additionnels. Encore une fois, c'est de l'argent qu'on aurait pu, à la place, investir dans des projets locaux d'énergie renouvelable et qui aurait pu représenter jusqu'à 50 000 emplois sur le territoire français. Donc voilà, toujours cette même logique économique entre transition et crise. Alors, quelle est l'ambition de la France pour 2030-2035? Aujourd'hui, les choses sont assez simples et avec la planification écologique et le travail du secrétariat général à la planification écologique, on a quand même un cadre plutôt clair. Le message ou l'objectif principal, il est assez simple. Il faut doubler le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour passer de 9 à 17 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Vous voyez sur le graphique les baisses prévues dans les différents secteurs. Et c'est lui où l'ambition est la plus forte et de très loin, c'est le secteur des bâtiments, où on vise une division par deux des émissions entre 2022 et 2030, une division par trois par rapport à 90. Donc c'est absolument colossal et très très ambitieux. Et ça dépendra justement de la mise en œuvre au niveau local. Et puis derrière ça, sur le volet énergétique, les différentes publications, que ce soit le bilan prévisionnel de RTE ou les travaux du SGPE, repris ensuite dans la stratégie française énergie-climat, donc dans le volet énergie qui a été publié en novembre, nous donnent trois grandes orientations pour réussir cette transition. Le premier, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est l'efficacité et la sobriété. Il faut réduire de 30% notre consommation finale d'énergie d'ici 2035 et de 40 à 50% d'ici 2050. Sans quoi, ça va être extrêmement difficile de satisfaire l'ensemble des besoins énergétiques avec de l'énergie décarbonée. Le deuxième levier, c'est l'électrification. Passer de 25 à 45% d'électricité dans la consommation finale en 14 ans. C'est très, très important. C'est très ambitieux. Ça représente 10 à 15 TWh supplémentaires chaque année, à la fois en consommation et en production additionnelle d'énergie décarbonée. C'est un rythme d'électrification qu'on a uniquement atteint dans la phase post-choc pétrolier, donc entre 1973 et 1990, sachant qu'à l'époque, très très peu d'usages étaient électrifiés. Voilà, donc vraiment, il faut se dire que là, c'est quelque chose de très ambitieux et qui, côté production, nécessite un doublement de la production renouvelable électrique en l'espace de 8 ans. On parle énormément du nucléaire aujourd'hui, notamment dans le projet de loi souveraineté énergétique, et c'est très bien, sauf qu'il faut rappeler encore une fois que les nouveaux EPR, peu importe qu'on en fasse 6, 14 ou 20, ne produiront pas d'énergie supplémentaire avant 2035, voire 2040. Donc, sur les 10 prochaines années, l'effort d'électrification va être porté quasi intégralement par le déploiement des énergies renouvelables. Bonne nouvelle là-dessus, ça demande évidemment une accélération des rythmes de déploiement, notamment pour les objectifs fixés sur le solaire photovoltaïque et sur l'éolien en mer. Par contre, on reste sur des rythmes qui sont largement atteignables quand on regarde ce qui se fait déjà dans nos pays voisins. Donc là, vous avez une comparaison qui a été faite par RTE sur les rythmes historiques et projetés sur les différentes filières renouvelables électriques en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne. Vous voyez les petits rangs, c'est ce qui est projeté pour la période d'ici à 2035. On est sur des rythmes qui sont déjà largement atteints dans les autres pays aujourd'hui, que ce soit pour le photovoltaïque en Allemagne, pour l'éolien en mer au Royaume-Uni ou pour l'éolien terrestre en Allemagne et en Espagne. La réforme du marché électrique là-dedans.
C'est un débat qui est à la fois extrêmement politique et vous l'avez bien perçu ces 2 dernières années. On a commencé à nous parler d'un Frexit électrique, donc une sortie de la France du marché électrique européen. On nous a parlé de l'idée de reprendre le contrôle du prix de l'électricité, formule qui rappelle assez étrangement le take-back control du Brexit, hein. Et donc, un côté à la fois éminemment politique et de l'autre côté, quelque chose qui est très complexe sur le plan technique. Donc, on est perdu un peu dans cette tension entre le volet très politique et derrière une réalité technique qui est pas forcément, qui ne porte pas les mêmes attentes. Donc, juste pour vous faire un rapide retour sur les évolutions politiques récentes, euh, à la mi-octobre, on a eu enfin un accord du Conseil européen sur le projet de réforme du marché électrique. Accord qui fait suite à quasiment une année de conflits ouverts entre la France, l'Allemagne et les pays associés sur la question des contrats pour la différence et notamment de l'éligibilité du nucléaire là-dedans. Et ces textes maintenant a été validé également par le Parlement européen. Et donc, on attend une validation officielle qui devrait intervenir là au premier trimestre 2024. En parallèle, côté français, donc on a eu fin novembre l'ouverture d'une consultation publique sur les dispositifs post-ARENH. Donc l'ARENH, je rappelle, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dispositif qui va expirer fin 2025 et pour lequel il fallait justement trouver une suite et qui fait suite à l'accord entre État et EDF sur justement la gestion du nucléaire historique. Et je vais y revenir tout à l'heure. En parallèle, on a eu la publication et mise en consultation du volet énergie de la stratégie française énergie-climat. Puis maintenant, donc la présentation récemment, la semaine dernière, du projet de loi souveraineté énergétique qui va bientôt passer au Parlement. Et également pour rappeler que dans le projet de réforme du marché électrique européen, il y a déjà inscrit l'idée d'une clause de revoyure pour vérifier l'efficacité de l'architecture de marché et, si besoin, pour apporter de nouvelles réformes d'ici 2030. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la réforme du marché électrique européen? Il y a différentes choses et c'est assez peu connu en fait. Le texte aujourd'hui est assez long et assez détaillé. On a pour la première fois dans les normes européennes l'idée qu'il faudrait fixer à l'échelle des États, voire de l'Union européenne, des objectifs de flexibilité électrique à l'horizon de 5 à 10 ans et qu'il faudrait y associer une stratégie de déploiement des moyens de flexibilité. Je vais y revenir tout à l'heure, mais en fait, cette notion de flexibilité commence à devenir de plus en plus importante au fur et à mesure que les énergies renouvelables gagnent du terrain dans le mix électrique européen. Et on verra tout à l'heure pourquoi vraiment d'ici 2030, ça va être le principal enjeu pour le fonctionnement du marché électrique européen. Dans la même lignée, il y a l'idée de rapprocher de plus en plus du temps réel les échanges sur le marché spot, donc le marché à court terme de l'électricité, avec l'idée de pouvoir négocier l'électricité sur des pas de temps de 30 minutes en avance, voire de 15 minutes avant livraison. Donc c'est vraiment l'idée d'améliorer la liquidité sur le marché, d'accélérer les échanges pour être de plus en plus à même d'intégrer des énergies renouvelables à production variable. Il y a l'idée de se prémunir de futurs épisodes de crise, donc de définir en fait des critères à partir desquels on considère qu'il y a une crise sur le marché électrique européen et d'y associer un certain nombre d'outils, d'instruments qui peuvent être actionnés pour justement faire face à une telle crise. Il y a également la notion d'écrêtement des pointes électriques, donc quelque chose qui existe déjà en France par rapport à la question de gestion de la pointe électrique hivernale, avec notamment la rémunération des capacités en effacement. L'importance des PPA, donc des contrats bilatéraux de gré à gré, notamment pour les renouvelables, où là, le cadre européen fixe la possibilité de donner des garanties publiques, voire même d'organiser des enchères européennes entre pays. Donc, pour ce qui est des garanties publiques, c'est quelque chose qui est déjà en voie de mise en œuvre côté français. Pour les enchères européennes, on verra à quel point ce sera pertinent à l'avenir. Les contrats pour la différence donc, sont autorisés pour les nouveaux projets pour les énergies renouvelables et le nucléaire, avec l'idée de également les rendre éligibles pour les investissements nouveaux dans des actifs existants, donc ce qui concerne notamment le nucléaire français pour la part grand carénage, donc pour les investissements de prolongation de la durée de vie, mais il n'y a aucune obligation de recours au CFD pour l'ensemble des projets. Ensuite, des choses sur le mécanisme de capacité qui était essentiellement
une forme de négociation, de compromis pour avoir le soutien de la Pologne, qui demandait notamment une exception pour pouvoir financer plus longuement des centrales au charbon via les mécanismes de capacité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très favorable pour la transition bas carbone, mais qui était nécessaire pour avoir le soutien de l'ensemble des pays. Et ensuite, le dernier élément assez important, c'est des nouvelles exigences en ce qui concerne les obligations de couverture pour les fournisseurs d'électricité. Donc justement pour éviter que des fournisseurs soient trop exposés à la volatilité des marchés spot et justement soient dans l'obligation d'augmenter très très fortement leurs tarifs, les tarifs pour leurs consommateurs, chose qu'on a également vu en France pour les fournisseurs alternatifs pendant la crise. Et voilà l'élément que j'évoquais tout à l'heure qui me paraît le plus important aujourd'hui. On a tendance en France à regarder cet enjeu de la réforme du marché électrique uniquement dans notre bulle française et très concentré sur la question de comment est-ce qu'on gère le nucléaire existant. Mais en fait, quand on regarde la question à l'échelle européenne, il y a une transformation absolument massive qui est à l'œuvre, puisque si on suit les orientations actuelles et les objectifs fixés par les différents pays, on devrait arriver à une part d'électricité renouvelable dans la consommation totale d'électricité à l'échelle européenne qui devrait atteindre 70% à l'échéance 2030. 70% d'électricité renouvelable. Là-dessus, plus de la moitié de l'électricité consommée en Europe pourrait être produite par des sources variables, que sont l'éolien et le photovoltaïque. Donc vous imaginez bien que ça va totalement transformer le fonctionnement du système électrique européen. Demain, c'est plus tant le volume d'énergie consommée qui aura une valeur, c'est la façon de le consommer et le moment auquel on le consomme. C'est-à-dire cette question de la flexibilité de l'offre et de la demande électrique va vraiment être l'enjeu crucial pour faire fonctionner un tel système électrique. Et c'est évidemment dans ce contexte-là qu'il faut se poser la question de quel sera le rôle de la France, quelles seraient les implications sur ce qu'on va faire en France par rapport à ça. Et justement, sur le cadre de régulation qui a été proposé en France, on a donc eu un projet en consultation sur le dispositif post-ARENH qui, depuis, a été repris quasiment à l'identique dans la loi, dans le projet de loi souveraineté énergétique, avec grosso modo deux grands volets. D'un côté, l'idée d'encourager le développement des contrats de long terme sur le marché d'électricité, notamment avec d'un côté EDF en tant que vendeur du nucléaire français et de l'autre côté des consommateurs que seraient les gros industriels ou les fournisseurs. Mais on n'a pas du tout de définition de modalité claire pour ce qui est de la commercialisation de ce contrat de long terme. On pourra y revenir tout à l'heure, mais c'est vraiment le point essentiel de cette réforme. Il faut bien comprendre que le deuxième volet, qui est cette idée d'une captation de la rente du nucléaire et d'une redistribution entre tous les consommateurs avec différents niveaux, avec un premier seuil qui serait à la base à 78 euros, à partir duquel l'État récupère 50% des revenus de vente du nucléaire, ensuite 90% au-delà de 110 euros pour les redistribuer aux consommateurs. En fait, ces mécanismes-là, c'est la partie émergée de l'iceberg. On en parle beaucoup, mais ils risquent de ne jamais vraiment être opérationnels. C'est-à-dire que si on reste sur des prix de marché à terme aujourd'hui qui sont plutôt situés entre 70 et 80 euros, la question de savoir est-ce que le nucléaire français va vraiment bénéficier à l'ensemble des consommateurs va beaucoup plus passer par les modalités de commercialisation du nucléaire par EDF en termes de contrat de long terme et donc par la politique commerciale d'EDF, chose sur laquelle les parlementaires aujourd'hui n'ont aucun contrôle. Donc je vous dis ça parce que si jamais j'ai cru comprendre que vous avez peut-être parlé également avec EDF, ça serait intéressant de les interroger là-dessus, de dire en fait le gros de la réforme aujourd'hui va passer par ce développement des contrats à long terme qui posent pas mal de questions derrière. Et puis il y a deux autres volets dans la réforme française, la régulation prudentielle pour les fournisseurs, donc comme je l'évoquais au niveau européen, et les implications en termes de révision du calcul des tarifs réglementés de vente d'électricité et justement l'élargissement des bénéficiaires, sachant qu'il y a trois critères pour la définition des PME, donc un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, moins de 10 employés en ETP et une puissance électrique consommée qui jusque-là était à 36 kVA et qui va passer à 250. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle justement pour les collectivités et les PME. En termes de mise en perspective de ce projet de réforme, on peut lui reprocher plusieurs choses.
En premier lieu, le fait qu'on était sur une consultation qui paraissait quasiment décidée d'avance. C'est-à-dire que notamment pour les experts, ça a été assez étrange de se retrouver face à un document de consultation qui, au final, ne présente qu'une seule approche et qui ne parle plus du tout des dispositifs alternatifs qu'on aurait pu mettre en œuvre, et notamment des contrats pour la différence, pour lesquels, il faut le rappeler, la France s'est battue pendant plus d'un an pour, au final, ne pas s'en servir. On avait également la possibilité de juste poursuivre avec le mécanisme de l'AREN, éventuellement un peu amélioré, avant de trouver une solution plus robuste. Et au final, il n'y a eu aucune justification du choix effectué. Pourquoi est-ce qu'on s'oriente sur ces mécanismes de taxation des revenus du nucléaire plutôt qu'autre chose? Donc ça, c'est quand même un point assez critiquable. Et comme je le disais, il est assez incompréhensible au final de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a rejeté d'emblée l'approche par les CFD alors qu'on s'est battu autant au niveau européen pour les obtenir en termes d'éligibilité du nucléaire historique? Deuxième point qui pose question, c'est l'absence d'études d'impact et de scénarios quantifiés. On nous a parlé de l'idée que cette réforme devait servir à garantir un prix cible autour de 70 euros par mégawattheure pour le nucléaire existant sur 15 ans. Mais en fait, on s'est rendu compte que ces prix cibles est absolument impossible à reconstruire en l'absence d'hypothèses sur l'évolution des prix de marché et de l'ensemble des facteurs qui vont pouvoir jouer là-dessus. Donc, en fait, on n'a également pas de scénario, pas d'analyse de sensibilité pour se dire, mais quel est le risque de dérapage de ce mécanisme-là si les prix de marché devaient durablement évoluer soit fortement à la hausse, soit fortement à la baisse. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, avec 70% d'énergie renouvelable, on va de toute façon se retrouver au niveau européen sur des prix beaucoup plus volatiles. Deuxième point, côté demande, en fait, l'impact potentiel de ce mécanisme sur l'évolution des tarifs d'électricité et notamment du tarif réglementé est extrêmement complexe à analyser. Donc aujourd'hui, on ne dispose pas des chiffres pour savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Et on n'a pas non plus d'éléments sur les modalités de répartition de la rente entre différents types de consommateurs et donc de la rente récupérée si jamais le prix de marché était plus élevé que 78 euros. Et ça pose question. Parce qu'en fait, il y a un vrai besoin d'arbitrage politique pour se dire est-ce que demain on renouvelle en fait le contrat de service public de l'énergie en France pour dire au nom de la compétitivité, par exemple, on choisit de donner un prix beaucoup plus bas aux industriels et notamment aux électro-intensifs, même si ça veut dire que les ménages doivent payer plus cher. Et c'est une question en fait qui n'est même pas dans le débat aujourd'hui et ça pose pas mal de questions. Troisième point, c'est justement sur les contrats de partenariat de long terme pour les industriels, qui est le deuxième volet de cette réforme, et sur lequel on n'a absolument aucune information. On ne sait pas de quel volume d'électricité il s'agit, on ne sait pas quel serait le prix cible auquel EDF voudrait vendre de l'électricité aux acteurs industriels, on ne sait pas quels seraient les acteurs visés en priorité, et on n'a pas non plus d'analyse sur la compatibilité de ce fonctionnement avec les règles de concurrence de l'Union européenne. Donc là, ça pose pas mal de questions. Il y a énormément de zones d'ombre dans le projet de réforme tel qu'il est présenté aujourd'hui. Le quatrième point, il est assez intéressant parce qu'il a fait l'objet d'une communication de la CRE, de la Commission de régulation de l'énergie, hier. C'est la question du rôle et de la place d'EDF sur le marché français. EDF, demain, avec ce projet de réforme, sera un acteur absolument dominant à la fois en termes de vente et d'acheteurs. Donc en fait, EDF va être un market maker, c'est un faiseur de marché qui va pouvoir définir les prix. Et donc, gérer une équité d'accès au nucléaire historique, faire en sorte que les conditions de commercialisation d'EDF soient équitables, va être extrêmement compliqué, va demander beaucoup d'attention dans la régulation de ce marché-là. Donc il faut quand même insister là-dessus parce que ça pose pas mal de questions sur la transparence du marché demain. L'AREN avait l'avantage d'être un mécanisme ex ante, c'est-à-dire qu'on savait quel était le volume d'électricité, on savait quelles étaient les modalités pour garantir un accès équitable de tous les consommateurs ou tous les demandeurs à ce mécanisme-là. Avec l'idée demain de tout passer sur le marché à terme, en fait, tout est dans les mains d'EDF en termes de décision de politique commerciale. Donc voilà, ça pose pas mal de questions de ce côté-là. Et puis, on a aussi pas mal d'interrogations sur la lisibilité du mécanisme pour les consommateurs et les acteurs de marché, sachant qu'aujourd'hui, l'idée serait de dire on va constater a posteriori les revenus dégagés par EDF sur la vente du nucléaire historique.
On va ensuite calculer la part qui sera récupérée par l'État et on va décider de la redistribuer aux consommateurs ex post en fonction d'une clé de répartition qui n'est pas encore définie. Tout ça obligeant la CRE à avoir pas mal d'informations en fait, sur la comptabilité d'EDF, donc c'est loin d'être simple. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là-dessus. Désolé d'avoir été un peu long. J'espère que ça fait pas mal d'éléments pour le débat. Et en tout cas, j'ai hâte de voir vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir posé tous ces éléments. Merci. Je vais laisser la parole à Jean Réauvreau pour une première réaction. Oui, alors, C'est bon, ça y est, on vous voit. désolé d'avoir, y compris perturbé le volume sonore en ayant ces problèmes de connexion ce matin. En plus, être dans les locaux d'Interco et de ne pas avoir la facilité que j'ai chez moi, c'était un peu gênant. Mais moi, ce que je voulais dire là-dessus, je ne sais pas si Boris a eu l'occasion de le dire, mais moi, je voulais remercier d'abord Andreas Rüdiger du travail qu'il fait, parce qu'en fait, ce webinaire de ce matin, il nous donne à la fois à réfléchir sur une perspective immédiate et à moyen terme, de choses qui vont fortement concerner le développement de nos territoires. Et pourtant, ça n'est pas un objet de débat public. Donc, c'est important d'avoir, si j'ai bien vu ce matin, la cinquantaine de représentants des intercos pour avoir cette réflexion. Je vais ajouter deux éléments de contexte qui sont importants, et puis après on rentrera dans le détail des deux séquences. Le premier, c'est que finalement, on a appris tardivement hier soir que la loi de souveraineté énergétique elle était profondément modifiée, puisque finalement, l'article 1 qui, d'une certaine manière, cadrait ce qu'allait être le rapport de production entre le nucléaire existant, le nucléaire à venir et les ENR est remis en cause, c'est-à-dire l'article est complètement rayé, on n'en discute plus. Je le dis simplement pour les collègues, pour qu'ils sachent quand même qu'Interco de France avait été sollicité pour dans le cadre du travail du Conseil national de la transition écologique pour donner un avis là-dessus. On avait jugé que c'était un peu délicat d'aller dans cette discussion parce qu'on savait que ce projet de loi, il pouvait bouger. Mais alors, bouger comme il vient de bouger, c'est quand même assez. On n'a pas vu de choses aussi insensées que ça. Et difficile d'interpréter ce qu'il peut y avoir derrière ce recul. Enfin bon, on va considérer que les travaux préparatoires avant la publication, pardon, avant présentation même en Conseil des ministres, parce que la loi n'a pas été encore présentée, et donc avant le travail des parlementaires, eh bien, encore une fois, ça prouve que c'est pas très utile, ou du moins ça ne sert pas à grand-chose sur certains sujets. Donc on va attendre la présentation officielle et on verra effectivement quelle est l'orientation que le gouvernement entend donner à ce qu'on appelle la souveraineté énergétique, mais surtout qui définit, et je le rappelle pour tout le monde, qui définit quand même les grandes enveloppes de ce que seront demain les orientations en termes de production. Bon, on avait des inquiétudes sur le fait qu'aujourd'hui, on ne donnait plus d'objectifs engageants, notamment sur la production de NR. On n'avait pas d'objectifs non plus très engageants sur la réduction des gaz à effet de serre et franchement, et surtout là, y compris la sortie des fossiles, ça devient très inquiétant. Ça, c'était le premier point de contexte. Le deuxième, qui sert à la fois de conclusion aussi à notre travail de ce matin, et c'est pour ça que je vais vous demander d'être très bavard ou très participant en question ou en intervention, c'est qu'avec Sébastien Martin, nous allons rencontrer EDF, alors je ne me rappelle plus à quelle date, mais un certain nombre des questions qui ont été posées par M. Rüdiger ce matin méritent d'être relayées, étoffées et presque déjà pré-argumentées pour que cette discussion ait du sens, même si, c'est un point de vue purement personnel, je doute que EDF nous dise tout à nous, simples associations d'élus. Voilà. Mais c'est important quand même qu'on puisse jouer notre rôle dans ces relations institutionnelles. Voilà, moi j'en ai fini sur les préalables. Maintenant, on va peut-être séparer le. Je ne sais pas si vous l'avez fait, parce que comme j'ai pas tout, comment dire, pas tout compris, j'ai pas tout percuté. Est-ce que sur la première partie du débat, avant d'arriver sur la réforme du marché, est-ce qu'il y a eu des questions ou est-ce que tout a été présenté d'un seul coup, Oriane? Pour l'instant, on a enchaîné les présentations. Maintenant, on D'accord, va... d'accord. Donc on peut peut-être prendre un peu de temps sur la première partie si certains veulent intervenir. on a eu une première question à l'écrit qui vous interroge sur comment vous voyez justement la disparition du ministère de la Transition énergétique et le rattachement de la thématique énergétique à Bercy. Hmm. D'accord.
Ben, écoutez, moi, je vais répondre personnellement pour l'engagement que j'ai pu prendre ces derniers mois le travail avec Agnès Pannier-Runacher, parce que pour l'instant, elle avait fait confiance à un certain nombre de collègues élus. Pour ma part, j'ai participé au groupe de travail qui devait permettre de sortir la loi qui définit la stratégie française énergie-climat. On a beaucoup travaillé, beaucoup auditionné au printemps et à l'été. On a eu donc beaucoup d'échanges. Moi, je suis un peu déçu parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec elle sur un centre d'orientation fortement structurante de la France, mais au moins il y avait un dialogue et on sentait bien qu'elle n'oubliait pas le lien climat que les énergies posent d'emblée. Donc le fait que maintenant ce soit traité à Bercy, bon, c'est un retour en arrière qui est même antérieur au Grenelle, ce qui semblerait laisser à comprendre que finalement on va plus s'intéresser, et ça va être peut-être un sujet de nos discussions ce matin, à ce que peut la place que l'énergie peut prendre dans comment dire, la capacité concurrentielle qu'ont les entreprises françaises. Donc, enfin, vraiment, c'est pas la meilleure des nouvelles. Bon, voilà, en espérant que ce soit pas si restrictif que ça, et surtout que Christophe Béchu garde vis-à-vis de nous les mêmes engagements qu'il a pris, de faire en sorte que les engagements climatiques de la France soient tenus, et notamment la sortie des fossiles. Mais bon, là, il y aura nécessité d'une coordination qui sera interministérielle, alors qu'avant, elle était tout entière faite boulevard Saint-Germain. Voilà pour cette question. Oui, si je peux me permettre, ça va donner une autre tonalité, puisque Jean s'est permis de répondre personnellement, je vais le faire aussi personnellement sur ce sujet. Euh, je crois pas que, enfin, je pense que cette lecture entre guillemets, ne tient pas tout à fait compte du fait que on a d'abord un ministère de l'Industrie qui a quand même énormément avancé sur la décarbonation de l'industrie et donc qui a lui-même intégré beaucoup dans son mode de fonctionnement une partie et embarqué une partie, c'est tout à fait naturel et absolument normal, des enjeux qui sont ceux de la transition énergétique. Donc, la bascule des questions énergétiques vers le ministère de l'Industrie ne me semble pas avoir tout à fait la gravité d'un retour en arrière. C'est-à-dire qu'on a reconstitué ce sujet. Je pense que pour l'État français, un des gros aspects quand même de la transition énergétique, ça, c'est un choix français, effectivement, de partir sur un programme nucléaire et de la reconstitution d'une filière nucléaire. Et ça, si ce n'est pas des sujets industriels purs et durs, eh ben, ça n'est rien d'autre. Donc, je crois que c'est ça qui a probablement entraîné la captation du sujet énergie par l'industrie. Alors, avec, à mon avis, pas tout à fait un retour au statu quo d'avant le Grenelle. Et puis surtout, je pense qu'il va falloir regarder quand même d'assez près les décrets d'attribution parce que je crois qu'on garde une planification écologique rattachée au Premier ministre. Et je crois que le ministre de la Transition écologique va conserver la négociation climat. Et donc, enfin, de manière générale, il y a quand même un certain nombre de sujets qui montrent que c'est pas parce que l'énergie rejoint le ministère de l'Industrie qu'on va renoncer à aucun des objectifs qu'on a en matière de transition. Donc, je pense qu'il faut regarder un tout petit peu. C'est vrai que c'est pas exactement la simplification intuitive qu'on aurait pu souhaiter, mais je ne suis pas certain qu'il faille non plus être trop inquiet. Alors, je rajoute quand même une crainte qui est celle d'exprimer par le développement territorial en matière énergétique, c'est qu'effectivement, on était en train de vivre une évolution assez conséquente qui faisait de nous des acteurs alliés ou en direct des projets de production énergétique et surtout aussi comment dire, des porteurs de sobriété en lien effectivement avec les enjeux climatiques. C'est pour ça que je faisais, c'est vraiment l'expression d'une crainte parce que la dynamique autour de l'énergie, elle ne peut pas se contenter d'être simplement sur la performance économique. On a appris, nous, depuis quelques années maintenant, et les territoires en sont de plus en plus les témoins, qu'on savait faire sur le terrain, sur tous les aspects de l'énergie, aussi bien sur la production que sur la consommation, sur le lien au climat pour la sortie plus rapide des fossiles, etc. etc. Et bon, sans s'attarder sur cette sensibilité un peu différente qu'on peut avoir, c'est vrai qu'on va attendre quand même ce que c'est, puis on va rappeler que le secrétaire général à la planification a aussi ce rôle-là, mais bon, on ne va pas se faire de dessin, on est entre nous. On sait la place que prend Bercy dans la régulation institutionnelle, quand même un autre poids que celui du boulevard Saint-Germain. Andreas, vous souhaitiez réagir également?
Oui, merci. Non, je pense que c'est un débat extrêmement intéressant que de voir en fait les implications de ce remaniement ministériel en lien aussi avec ce qui se passe sur le projet de loi souveraineté énergétique. Pour le remaniement, je serais d'avis aussi de dire, en fait, les choses sont pas simples, ça dépend. Euh, on peut très bien imaginer un grand ministère, un super ministère de l'économie qui gère également les questions énergétiques, voire climatiques. C'est par exemple ce que font nos voisins allemands. En Allemagne, en fait, le ministère de l'économie, dans la nouvelle coalition, a récupéré l'énergie et le climat, et ça marche à la base plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un ministre à la tête qui défend très fortement ces questions écologiques au sein du ministère de l'économie, donc le lien est bien fait. Donc ça dépend avant tout des personnalités, des engagements portés sur ces questions-là, mais en soi, je serais aussi d'avis de dire c'est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi. Ce qui complique les choses, c'est le morcellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec une administration publique, notamment la principale, qui est la DGEC, la Direction générale énergie-climat, qui risque d'être scindée en deux avec le volet climatique qui reste chez Christophe Béchu au MTE, le volet énergie qui part à Bercy, voire au ministère de l'Industrie, et une co-tutelle qui ne va pas forcément être évidente à mettre en place. Donc ça, c'est juste, c'est un facteur de complexité supplémentaire, et je suis complètement d'accord avec Jean Rivero. Ça renforce l'importance du SGPE, du Secrétariat général à la planification écologique, comme garant de cette transversalité. Ensuite, il y a quand même un gros danger, et je pense qu'il faut quand même en parler, parce qu'aujourd'hui, c'est très évident. Il y a une surfocalisation sur la question du nucléaire qui commence à devenir une question de surenchère politique. Tout le monde veut montrer qu'il est toujours plus convaincu, toujours plus en soutien du nucléaire français. C'est pas une mauvaise chose en soi. Là où ça devient compliqué, c'est qu'on se voile la face. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Boris pour dire la question de la structuration, de la restructuration de la filière nucléaire est une question éminemment industrielle, mais la question des renouvelables l'est aussi. Et c'est ça qu'on oublie absolument dans le contexte français. On est quand même parti dans le projet de loi souveraineté. Heureusement, quelque part, que le titre 1 va être supprimé, qui, euh, qui en fait n'était plus du tout dans cet esprit pourtant mis en avant par l'ancienne ministre d'égalité de traitement entre le nucléaire et les renouvelables. Là, on était sur un texte qui, paradoxalement, était en train de mettre des objectifs chiffrés sur le nucléaire qui auraient très bien pu figurer dans le décret PPE, parce que la PPE est là pour ça. On se retrouve avec une loi qui veut fixer à la virgule près les objectifs pour le nucléaire futur, tout en déconstruisant les objectifs existants pour le renouvelable. C'est absolument grave en termes de signal donné. Donc aujourd'hui, j'espère juste que le ministère de l'économie, le ministère de l'industrie changent aussi un peu de culture et comprennent, et y compris sans regarder la question de transition écologique, en regardant uniquement la question industrielle, la question de la souveraineté, de la compétitivité et de l'électrification, que cette transition passera par les renouvelables sur les 10 prochaines années. Et qu'on se mette en tête qu'il faut aussi développer un programme de filière industrielle sur les actifs renouvelables et notamment sur l'éolien offshore, parce que c'est là où on a encore une place à prendre au niveau européen et mondial. Donc j'espère quelque part, c'est moi ma notion d'optimisme, que en fait ces rattachements à Bercy va aussi leur ouvrir les yeux sur le fait que c'est bien beau de se dire on va lancer 8, 14, 20 réacteurs EPR et c'est important pour la suite, il n'y a pas de débat là-dessus, mais qu'en attendant, il faut absolument gérer l'effort sur les renouvelables. Et j'espère qu'ils le comprendront. Bien. Sur cette première partie, il y avait d'autres prises de position, d'autres interventions? Euh, Alors, les questions. Pour l'instant, pas d'autres questions. J'en avais une pour vous. Sur la question de l'acceptabilité locale et du partage de la valeur, ce sont des thématiques qui ont été très importantes dans les débats récents sur les énergies renouvelables. Maintenant qu'on parle de relance du nucléaire, notamment de petites installations, comment, comment vous voyez ce sujet? Comment on pourrait l'aborder justement pour les collectivités? Super bonne question. Maintenant qu'il n'y a plus de CVAE sur les nouveaux équipements industriels, qu'est-ce qui va être la base de la ressource financière des territoires qui vont accepter? Donc, bon, moi, je suis plus dans l'interrogation que dans la réponse là-dessus. Il y a une vraie difficulté. On est quand même dans une période qui dit les choses un peu différemment d'avant. Et donc, c'est aussi lié aux compétences qu'on a prises dans vos intercos. On a toujours été des développeurs, mais on ne faisait pas de l'énergie le principal objet de développement. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, aussi bien à travers la profession agricole
notamment par l'occupation du sol, des sols, que par les projets de petites industries, qu'on peut développer le mix énergétique non carboné dans tous les territoires. Et c'est vrai que la question, ce qui était l'article 1 de la loi de souveraineté, faisait un peu l'impasse là-dessus, parce que finalement, il nous détachait de cette obligation réglementaire, mais plutôt morale même, de sortir au plus vite des fossiles. Et quand on dit sortir au plus vite des fossiles, c'est utiliser les technologies de production énergétique qui sont les plus rapides à mettre en œuvre. Or, comme l'a rappelé M. Oedinger tout à l'heure, tel que la programmation est faite, et Boris pourra peut-être le confirmer, mais les 6 premiers EPR, la première doublette, elle arrive au mieux en 2035, et les autres, 2037, 2039. Il ne faut pas qu'il y ait de retard. Autrement dit, connaissant le fonctionnement français, on pourrait même se dire qu'on prend le risque qu'en 2040, en ayant tout basé sur ou basé de façon trop importante sur la production électronucléaire, on n'est pas sûr de ne pas se retrouver avec des lock-out parce qu'on n'aura pas fait l'effort sur les ENR. Alors tout le monde est d'accord, et moi le premier, pour dire qu'on est vraiment dans un mix à la française, où on retrouve les ENR, le nucléaire existant et potentiellement le nouveau nucléaire. Mais ça, c'est le plus important parce qu'il faut décarboner à tout prix. Parce qu'une fois qu'on aura déréglé totalement le climat, on ne reviendra pas dessus pendant des siècles. Donc, il faut pas perdre pas perdre le lien qu'il y a entre l'obligation de sortir des fossiles au plus vite. Donc, c'est pour ça que sur cette question-là, l'embarquement des territoires et l'acceptabilité des projets d'ENR supposait, parce qu'ils étaient partout et de façon très différente, que les citoyens comprennent qu'il y avait un retour direct sur leur territoire, en plus d'une certaine manière, d'une forme de plus grande autonomie énergétique locale. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, Boris. Oui, moi, j'ai le sentiment on n'est pas, on n'a pas aujourd'hui des choix français qui soient, qui visent à exclure les énergies renouvelables, enfin, ou la production des énergies renouvelables. Je pense que la PPE, elle va faire apparaître très clairement qu'effectivement, comme tu viens de le dire, avant 2035, il n'y a pas de solution d'augmentation de la production de l'électricité qui passe par le nucléaire. Donc, en réalité, d'ici là, et ça représente quand même 12 années dont il faudrait qu'elles soient absolument utiles, c'est uniquement le développement des renouvelables qui peut le permettre. Moi, j'ai plus des critiques de la façon dont la loi d'accélération a été conçue. Je le disais tout à l'heure un peu en introduction. Euh, le choix, notamment politique, pour avoir un texte de loi, parce qu'il fallait un texte de loi sur ce sujet, d'un compromis avec le Sénat qui a absolument tenu à ce qu'on passe par la commune. Bon, sur mes 58 communes d'agglomération, j'ai le plus grand respect pour chacune d'entre elles, mais j'en ai 46 qui ont moins de 1000 habitants. C'est naturellement extrêmement difficile pour ces 46 communes de moins de 1000 habitants qui n'ont quasiment pas d'ingénierie en dehors de la secrétaire de mairie et peut-être d'un ou deux agents de définir, surtout dans des délais extrêmement courts qui leur ont été donnés et qui nous ont été donnés à tous, les zones d'accélération et d'exclusion des ENR. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des intercommunalités? Ce sont les communes, on leur a collé cette obligation, que les préfets sont dans les dernières semaines, se sont empressés d'aller relaxer en disant attention, c'est pas très très grave si on n'est pas prêt pour le 1er janvier, mais enfin, là maintenant, quand on a dit ça, bah, c'est pas grave non plus pour le 1er février, pour le 1er mars, et on ne sait plus exactement quelle est la date butoir, et il faut espérer, et je pense que c'est un certain nombre d'intercommunalités sont en train de reprendre un peu la main, en remobilisant d'ailleurs au passage les services de l'État qui ont le sentiment d'avoir fait leur job et puis maintenant c'est le bloc communal qui doit traiter. Donc voilà, je suis plus inquiet sur finalement sur l'embrayage, mais il me semble que les objectifs sont toujours là. Et là encore, hein, la planification écologique, elle est têtue. On doit on va électrifier un certain nombre d'usages qui ne l'étaient pas. On va mettre plus d'électricité dans nos mobilités. On va mettre plus d'électricité dans nos bâtiments, même si on fait un gros effort de sobriété par ailleurs. Il faut effectivement qu'on arrive à avoir un développement d'une production d'électricité décarbonée. Et effectivement, dans les 12 années qui viennent, il faut le redire ici, je suis
fervent défenseur du nucléaire, mais ça ne passera que par le développement du photovoltaïque, de l'éolien où c'est encore possible. Alors, Andreas le mentionnait un peu tout à l'heure, faut pas oublier la chaleur. On a aussi, dans le mix énergétique, on peut aller chercher enfin, tout ce qui peut être fait avec de la géothermie, de la récupération de chaleur fatale, et là on est très, très en retard, sera bienvenu. Mais bon, on va quand même avoir besoin de beaucoup d'électricité et je pense que c'est les échéances les plus courtes sont les plus tendues et le seul moyen d'agir dessus, c'est effectivement de développer des énergies renouvelables et électriques notamment. Et après, moi, je suis pas certain qu'on ait jamais, toi comme moi, Jean, enfin, quand on est en responsabilité, développé des projets parce qu'il y avait un retour fiscal. Donc le fait qu'il n'y ait plus forcément de retour fiscal sur les investissements, ne me semble pas si important. Et par ailleurs, il existe toujours pour les installations de production d'énergie renouvelable, puisque c'est l'IFER, et que l'IFER revient toujours en partie aux collectivités qui promeuvent ces énergies. Donc, on voit que l'écosystème, il est là. Je pense qu'il y a aujourd'hui un petit sujet entre communes et interco et de mobilisation d'ingénierie, parce que quand même, pour y être en ce moment, ce qui nous met à distance finalement aujourd'hui du développement des renouvelables au niveau local, c'est qu'il faut mobiliser une ingénierie plutôt rare d'analyse justement des toitures, des terrains disponibles, par exemple si on veut faire du photovoltaïque. Enfin, on a quand même là, me semble-t-il, un vrai goulet d'étranglement qu'on ne s'est pas organisé pour lever, me semble-t-il. Tout à fait. Et je vais faire le lien peut-être avec la deuxième partie en rappelant que Je donc peux Ah rajouter pardon, quelques... monsieur Luire, Oui, excusez-moi. s'il vous plaît. Non, parce que c'est un débat extrêmement intéressant, mais je pense que je suis un peu moins optimiste et un peu plus critique, parce que je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui l'État ouvertement porte politiquement cette idée que l'électrification passe vraiment par les renouvelables à court terme. Autant M. Lescure que Bruno Le Maire sont des fervents partisans du nucléaire et le premier déplacement a été à Gravelines. Il n'a jamais été sur. Enfin, je pense qu'on attendra avant de les voir vraiment porter les filières renouvelables. En termes d'égalité de traitement, je le disais tout à l'heure, dans la loi d'accélération du nucléaire, on a directement parlé d'objectifs. Dans la loi d'accélération des renouvelables, on n'a surtout pas parlé d'objectifs. Moi, je reste extrêmement critique sur la loi APER de l'année dernière. Très sincèrement, pour avoir discuté avec beaucoup de porteurs de projets, je ne vois pas en quoi elle accélère quoi que ce soit, notamment sur la filière éolienne dont on a très besoin. Les zones d'accélération à la française, c'est un objet absolument incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a créé une nouvelle strate de planification, comme si on n'avait pas déjà assez de complexité, aux contours qui ne sont pas clairs. Et surtout, la question à laquelle personne ne veut répondre, c'est en quoi est-ce que ces zones vont accélérer quoi que ce soit? C'est-à-dire que tout le monde s'empresse à définir les zones, on définit des cahiers des charges, des méthodes pour faire, et c'est très bien. Mais une fois qu'on a défini les zones, de quoi est-ce que vont bénéficier les projets qui vont s'implanter dans ces zones par rapport à ceux qui ne le feront pas? Est-ce qu'ils auront un bonus financier? Est-ce qu'ils auront des procédures d'autorisation en moins à faire? Ce qui est le cas en Allemagne, par exemple. En Allemagne, il y a des zones d'accélération pour l'éolien et pour les projets qui se situent dedans, il y a un certain nombre de choses qui n'ont plus à faire parce qu'on considère que ça a déjà été fait, notamment sur certaines analyses d'impact environnemental. Donc voilà, c'est des questions qui ne sont même pas posées en France. On a juste dit on crée des nouvelles zones qui sont avant tout un moyen d'exclure d'autres zones. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est quand même une chose que la droite française avait demandé depuis plus de 10 ans, hein, le veto des maires sur les projets éoliens. Et c'est de là que vient le focus sur les communes, bien entendu. Il faut faire extrêmement attention à ce que les zones d'accélération d'aujourd'hui ne deviennent pas les zones d'exclusion de demain. Et donc que ça soit un cheval de Troie pour amener le veto des maires dans le dispositif français. Donc encore une fois, si quelqu'un arrive à me dire en quoi les zones d'accélération vont demain vraiment apporter un phénomène d'accélération par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, moi je ne suis pas du tout au clair là-dessus. En termes d'égalité de traitement, je le disais tout à l'heure, moi je ne suis pas convaincu que ça soit vraiment la vision du gouvernement aujourd'hui. Dans la loi souveraineté énergétique, on n'a pas du tout, on ne retrouve pas cette égalité de traitement entre le nucléaire et le renouvelable, alors qu'aujourd'hui, il est très clair que si on veut avancer, il faut dépasser cette controverse. Il faut dire effectivement, les deux, c'est les deux socles de la souveraineté énergétique française, on avance sur les deux.
Aujourd'hui, on a un coordinateur interministériel pour le nouveau nucléaire, on n'a pas de coordinateur interministériel pour les renouvelables. On a une stratégie de filière industrielle sur le nucléaire, on ne l'a pas sur les renouvelables. Alors que vraiment, je pense qu'en termes de souveraineté, il faut absolument qu'on agisse là-dessus aussi. J'étais encore hier en train de discuter avec des développeurs d'éoliens offshore qui me disaient, c'est la cata, on va devoir tout importer d'Asie, de Corée, du Japon, de Chine, y compris les flotteurs en béton. Donc, c'est des flotteurs de 5000 tonnes qu'on va s'amuser à importer, à tracter depuis l'Asie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas foutu à développer une stratégie industrielle en France. Et donc, je pense qu'il faut dire les choses clairement plutôt que de se féliciter de ce qui a été fait sur la dernière année, parce que pour l'instant, on n'est clairement pas à la hauteur de l'ambition. Très bien. On en profite pour vous dire que hier, notre collègue des Landes, Pierre Poustet, a participé au nom d'Interco à un travail qui est fait par deux députés sur un bilan intermédiaire de cette zone, de cette loi d'accélération. On a pu faire passer un certain nombre de messages. Évidemment que nous, on sera attentifs à leurs propositions. Et puis, on a déjà effectivement des propositions à faire en matière notamment pour activer un peu mieux ce qu'on appelle le partage de la valeur, parce qu'encore une fois, si cette loi a permis de réduire temporairement, enfin, le temps d'instruction, c'est une bonne chose, mais encore une fois, l'acceptabilité n'a pas été encore gagnée totalement par le partage de la valeur. On y reviendra. C'est un sujet qu'on va garder à Interco de France, qu'on va suivre Mais, attentivement. mais juste sur ce sujet, un élément, on a une loi l'année dernière qui ne parle même plus des projets à gouvernance locale. C'est un sujet sur lequel j'avais co-animé avec le ministère et l'ADEME un groupe de travail national en 2021. Donc les projets d'énergie renouvelable à gouvernance locale, c'est-à-dire des projets cofinancés par les collectivités, par les citoyens au niveau local, avec une vraie maîtrise de la gouvernance. C'est quelque chose qui a disparu de la loi APR. On avait un objectif national de 1000 nouveaux projets ENR à gouvernance locale d'ici 2028 qui n'existe nulle part. L'ancienne ministre n'était même pas au courant. Et c'est dommage, parce que le partage de la valeur, il va avant tout passer par là. Vous connaissez l'étude d'énergie partagée qui montre qu'un projet entièrement détenu par les acteurs locaux va produire 3 fois plus de retombées économiques pour les territoires sur sa durée de vie qu'un projet détenu par des acteurs extérieurs. Donc l'acceptabilité, elle va aussi passer par ça. Elle va passer par la maximisation des retombées économiques pour le territoire. Et Ça, on là-dessus, peut, ça, je suis absolument pas certain, moi, Andrea, ça, mais enfin, bon, après, ah ben, je veux dire, on n'y arrive pas, on ne le fait pas, mais il faudrait le faire. Vous regardez les Pays-Bas. rien ne l'empêche aujourd'hui. Il y a un développement et bon, question de savoir si c'est un gadget ou si c'est une vraie solution, elle est quand même posée. Vous ne pensez pas que si on arrivait à doubler les retombées économiques pour les territoires, on ferait peut-être plus facilement des projets? Mais les retombées économiques pour les territoires sont bonnes aujourd'hui. Et il y a plein de projets qui sont nés grâce à ça. Moi, je viens d'un territoire où ils ont porté des projets éoliens. Le plus grand projet éolien terrestre, il a pour origine deux communautés de communes Ouais. du sud de mon département. Et j'espère qu'il verra le jour au bout de 10 ans de procédure. Et donc, les retombées sont importantes. Mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'il y a des retombées que vous allez vaincre comme ça aussi simplement toutes les résistances. L'éolien, il y a un vrai sujet, me semble-t-il, d'harmonisation de la présence sur le territoire français. Moi, je viens d'une ex-région, la Champagne-Ardenne, et l'ex-région Picardie et Champagne-Ardenne sont deux régions qui ont énormément contribué au développement de l'éolien. Il y a un moment, on peut peut-être aussi s'interroger Et sur c'est exact, ouais, mais et c'est ouais, exactement la d'autres raison pour régions. laquelle je parlais des zones d'accélération comme un truc mal fichu. Si je fais l'exemple, si je fais le parallèle avec ce qui se fait en Allemagne, juste pour vous donner l'exemple, en Allemagne, les zones d'accélération, elles sont couplées à un objectif, c'est-à-dire que chaque territoire doit identifier 2% de son territoire pour éligible à des projets nouveaux éoliens. Si on avait fait la même chose en France, donc à fixer un objectif pour les zones d'accélération, on aurait pu faire quelque chose de très intelligent en termes de répartition sur le territoire, c'est-à-dire également tenir compte des projets existants, qui fait que les zones qui auraient déjà fait leur part en termes de développement auraient eu une contrainte beaucoup moins importante que d'autres régions. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout intégré parce qu'on a juste dit chacun fait comme il veut, comme il peut. Si Non, vous le pas voulez tout à bien, fait. Pas tout à ouais, fait. Juste pour terminer là-dessus, pour éviter qu'on parte sur une idée fausse, justement, enfin, la demande de la loi, c'est on ne peut définir de zone d'exclusion que si on définit une zone d'accélération. Donc, on ne peut pas se sortir Mais avec aucune Si la contrainte en volume. cartographie est approuvée. Avec aucune contrainte en volume. Je vais On ne sait commune pas, par on sait pas commune, à la c'est la fin c'est si ça permettra d'atteindre les objectifs nationaux ou pas. On n'a aucune contrainte en volume. on va garder cette acuité sur ce qui se passe et sur en quoi
sur les résultats de la mise en œuvre de cette loi, parce que ça fait vraiment partie des sujets que dans la commission des transitions, les collègues regardent attentivement. Ce que je vous propose quand même, c'est que d'ici la fin du premier semestre, là, on ait l'occasion de revenir dessus, y compris pour affiner ce que Pierre Foustret a pu transmettre hier aux députés sur la façon dont on perçoit les limites de cette loi, et puis continuer encore une fois à participer, même si on n'a plus une ministre de tutelle exactement au même endroit, qu'on puisse continuer à réfléchir comment les territoires vont rester producteurs. Moi, je regarde l'heure aussi parce que je crois qu'on s'est On va donné jusqu'à conclure. midi. Je propose chacun d'avoir un mot de la fin, juste pour compléter, Jean, sur vos propos sur la planification. Sur la planification de l'énergie renouvelable et la loi APER, c'est un sujet sur lequel Interpellé France est bien sûr fortement mobilisé. Nous avons mis à disposition une boîte à outils sur la planification avec des retours d'expérience et des ressources. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site et je vous partagerai également les éléments dans le fil de discussion. Je vous propose à chacun quelques minutes de conclusion. Jean, allez-y. Alors, moi j'avoue que la conclusion, je ne sais pas sur quel sujet. Est-ce qu'on est simplement sur la première partie? Parce que Ouverture. l'évolution du marché européen et de nos relations avec notre opérateur principal en matière électrique qui est EDF, pour moi, elle est au cœur de notre urgence ou de notre actualité à Intercommunalité de France. Donc, il faut vraiment qu'on y réfléchisse vite. Moi, j'avoue que la présentation de M. Redier est assez édifiante sur le changement en cours et surtout les zones d'incertitude plus nombreuses qu'avant, parce que finalement, on sort d'une longue période de relative stabilité. Donc, moi, j'avais besoin aussi d'entendre un peu nos collègues pour voir comment ils réagissaient à ça, quelles étaient leur vision de cette évolution, à la fois pour les territoires en eux-mêmes, c'est-à-dire leur qualité de gestionnaire de leurs équipements, mais aussi pour les acteurs qui vont avoir une intensification de leur rectification dans les différentes industries qui sont concernées. Ça m'intéressait de voir aussi comment, dans les territoires, on organisait ça. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on trouve les moyens pour faire remonter ça. C'est un point de vue important. Euh, pour ce qui est du dispositif législatif en cours, bah, il faut dire les choses, hein. On est un peu perturbé, hein. On l'a rappelé, Boris l'a rappelé tout à l'heure. On était sorti du Sénat sur la accélération avec plutôt une bonne prise de position sur la place que jouait l'Interco. Et puis on sort de l'Assemblée avec ce qu'on connaît tous, c'est l'obligation de passer par les 34 000 communes. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais encore une fois, on va faire le service après-vente de ça. On va voir un peu comment ça marche. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur la façon. Par contre, j'aimerais bien quand même qu'on dise un petit mot, qu'on réagisse sur cette question de la perspective quand même du marché, de la réforme du marché européen, parce qu'il faut quand même qu'on entende des choses. Voilà. Donc, je sais pas, Boris, toi, comment tu analyses cette situation, comment tu prends toutes ces nouvelles données, toutes ces incertitudes également, comment tu vois ça? Bon, moi, je crois ce qui nous réunit aujourd'hui, ce qui fait l'intérêt de cette discussion, et je pense de réunir et de partager l'information avec nos collègues des intercommunalités, c'est que je suis absolument convaincu que c'est au niveau des intercommunalités qu'on a une petite chance de réussir la transition énergétique. Euh, que les sujets sont multiples. On a évoqué beaucoup la question de l'électricité. Je pense que la question de la chaleur mérite aussi une attention, mais que dans tous les cas, le développement des réseaux de chaleur, le verdissement des réseaux de chaleur en question, la récupération des chaleurs fatales, tout ce qu'on peut faire sur le développement des mobilités durables, qui ne sont pas d'ailleurs forcément électriques. On parle aussi quand même beaucoup de promotion du vélo. Tout ça, c'est par la délibération locale que portent nos collègues et que nous portons nous-mêmes qu'on a une petite chance de la faire progresser. Et il ne faudrait pas qu'on soit trop français non plus, d'imaginer que la loi va tout régler. La loi, elle fixe un cadre. Honnêtement, aujourd'hui, il m'arrive assez rarement, moi, comme élu local, de me cogner dans mes projets de développement de NR, de mobilité,
etc., aux frontières de la loi. C'est pas ça le facteur limitant. Ce qui aujourd'hui limite vraiment, je pense, nos initiatives, c'est l'accès à l'ingénierie. Et l'accès à l'ingénierie, on va pas se mentir, il est quand même essentiellement financier. C'est-à-dire que la capacité à mobiliser des moyens de fonctionnement et des moyens d'investissement pour nos collectivités, aujourd'hui, me semble être le facteur le plus limitant de tout ce qu'on peut faire pour accélérer la transition énergétique. Et donc, ce que j'espère, mais comme vice-président en charge des finances interco, j'essaie d'y travailler, c'est qu'on améliore vraiment la situation de financement de nos collectivités dans les années qui viennent pour qu'elles puissent faire face à ces enjeux-là. Parce que je pense qu'on a des collègues, et pense vraiment pas du tout être ni toi ni moi qu'on soit des espèces, enfin plutôt des exemples rares ou des spécimens rares dans le contexte. On a envie d'avancer sur ces sujets-là. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est quand même bien souvent de s'entourer de l'ingénierie qui nous permet de savoir dans quelle direction aller, et puis ensuite, bien sûr, de mobiliser les moyens pour avancer, que ce soit sur le développement des ENR, que ce soit sur l'économie circulaire, qui n'est pas dans le champ de l'énergie, les projets, ils existent, l'envie d'agir, elle existe. Bon, maintenant qu'on essaie de réunir les conditions pour que ça puisse se faire. Et dans cette vision, je me permets de rajouter quand même, Boris, pour compléter ce que tu dis, dans cette vision très, très intégrée de filière, parce que ça a été évoqué tout à l'heure pour l'aspect industriel des choses, mais on doit aussi penser, nous, aux acteurs de la formation professionnelle, qui sont les relais, parce qu'aujourd'hui, on bute quand même, on sait bien, on a un marché tendu sur tous les métiers de la transition, du simple technicien aux ingénieurs. Et donc, que ce soit avec les régions comme avec le ministère de l'Éducation nationale et tous les acteurs de ça, qu'on mette vraiment ça en perspective le plus rapidement possible parce qu'on aurait les sous qu'on n'aurait pas forcément devant nous les ingénieurs qui sont recherchés. On a vu, les chiffres sont sortis pour la filière nucléaire et on peut les dupliquer pour tout ce qui est énergie renouvelable. On a une vraie difficulté dans le recrutement. Deuxième point, nous, qui me paraît important pour l'association aussi, c'est d'essayer de faire valoir à un moment donné, et c'est pour ça que j'ai quelques craintes avec le changement de ministère, que en matière de chaleur renouvelable, comme on n'a pas d'acteur national comme on en a un sur l'électricité, on a un souci pour piloter ça sur la chaleur. Et c'est vrai que l'ADEME a montré que quand on mettait les fonds à disposition, on arrivait à avoir beaucoup de projets de grande qualité et surtout de votre utilité. Mais on voit bien quand même qu'il y a une question dimensionnelle sur ces projets et on n'arrive pas à faire voir tous les petits projets qui sont hors des coûts, hors des clous, pardon, et hors des coûts en même temps financiers pour sortir de la chaleur renouvelable qui soit pas plus cher que de la chaleur électrique. Donc ça, c'est un vrai souci dans les territoires plutôt mixtes et ruraux. Et il faut vraiment que nous, on avance là-dessus. C'est un peu la partie invisible de la transition énergétique, comment il faut passer à une chaleur décarbonée. Ça, c'est important. Donc voilà. Et puis, je rajoute quand même, parce que c'était important, nous, on a donc, je l'ai dit tout à l'heure, à échanger avec EDF parce qu'on a besoin de comprendre où ils en sont. On espère que là-dessus, le rendez-vous sera profitable. On a plutôt dans les territoires des bonnes relations, que ce soit ceux qui hébergent les centrales électronucléaires, que ceux qui travaillent avec les différentes entreprises de la holding EDF. Et je pense notamment à une, parce qu'on l'a pas évoqué le sujet, mais la question des réseaux et de leur financement est un point extrêmement important parce que ça, c'est finalement aussi toujours payé par le consommateur. Et la stratégie de déploiement des réseaux d'interconnexion, ça va être aussi, c'est une question d'aménagement de nos territoires. Et ça aussi, il faut qu'on en parle. C'est pas toujours ce qui est le plus accepté, hein, les grands réseaux, les réseaux de grande puissance électrique. Et pourtant, c'est un enjeu fondamental, il faut en parler. Le soutien aussi, et là, même si on change de dimension, parce qu'on a des syndicats d'électrification départementaux qui assurent le réseau basse tension, on a quand même un souci dans le dérèglement climatique de se couvrir de risques qui deviennent de plus en plus importants. Autrement dit, quand on parle d'électrifier, de décarboner et en électrifiant, il y a des tas de sujets qui sont à traiter en décalage. Voilà, j'en ai terminé sur ce point-là, mais on essaiera de traiter tout ça en même temps. Merci, Jean. Andreas, je vais réagir également. Oui, bah, tout d'abord, encore merci pour l'invitation. Je pense qu'on a eu des débats un peu vifs, mais ça montre quand même tout l'intérêt des sujets et le fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont en mouvement, avec pas mal d'incertitudes aussi. C'est peut-être un peu regrettable parce qu'on a besoin de vraiment y aller. Je pense que pour vous, il y a énormément de sujets à suivre là à court terme. Donc évidemment, tout ce qui est réforme du marché électrique, avec aussi tout le volet PPA, donc on a peu parlé aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on structure des nouveaux contrats d'approvisionnement gré à gré via les renouvelables
pour également jouer un rôle stabilisateur des prix. Encore une fois, sur tout ce volet réforme du marché électrique, moi, ce que je regrette profondément, c'est qu'on soit de nouveau en train de traiter d'un côté le nucléaire et de l'autre côté les renouvelables. Alors que le plus intelligent, à mon avis, de ce qu'on aurait pu faire en France, c'est directement passer par un pool, un portefeuille de production décarbonée dans lequel on mette et le nucléaire et l'ensemble des énergies renouvelables pour, à partir de cette ressource de production, structurer des contrats de long terme à des prix stables avec tout le monde. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est encore une occasion manquée pour vraiment mettre les deux à égalité et enfin, à tous les niveaux, à toutes les échelles, dépasser cette controverse nucléaire versus renouvelable parce qu'on n'en a vraiment pas besoin. Et on n'a plus le luxe de, de s'attarder là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à faire pour mettre en œuvre les projets. Je pense que ça a été dit, le focus sur l'ingénierie, il est super important. Il y a beaucoup d'outils qui sont aujourd'hui mis en œuvre et c'est très bien, notamment avec le concours de l'ADEME aussi. J'attends de voir ce que va donner l'effort de territorialisation de la planification écologique par le SGPE. Je pense que là aussi, on est en plein apprentissage. On va voir comment ça va se faire, comment ça va restructurer l'articulation de la gouvernance entre les échelons nationaux et locaux. Donc, c'est une bonne chose, mais tout reste à faire là-dessus. Et puis, j'ai cru comprendre que vous allez parler rénovation énergétique la prochaine fois, parce que c'est un peu le grand sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Mais tout ce qu'on a dit en termes de besoins, de main-d'œuvre, d'emploi, d'accélération des investissements est encore plus important dans la rénovation énergétique que dans la production d'énergie décarbonée dont on vient de parler aujourd'hui. Donc, je suis très heureux de savoir que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Donc, encore merci. Merci à tous les trois pour votre participation, à la planification, financement, acceptabilité, raccordement. Beaucoup de thématiques qu'on a prévu en tous les cas de traiter cette année lors d'échanges ou de publications. Donc, on vous tiendra bien sûr informé et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui parlera de la sociologie et de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et ce sera donc le 30 janvier. Encore merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Ouais. Bonne journée à tous, au revoir. Ouais.